Et donc pour cet atelier sur la qualité de vie au travail, on a le plaisir de retrouver Virginie Prima-Lejoly. Vous êtes consultante prévention et nouveaux services chez donc Malakoff Humanis. On va être ensemble pour 3 quarts d'heure, 50 minutes on va dire. Et je vous invite vraiment à lever la main dès que vous avez des questions, que ce soit vraiment participatif. On n'est pas dans une configuration atelier puisque vous êtes plus de 20. Mais malgré tout, voilà, n'hésitez pas à participer comme vous l'avez fait juste avant avec les étudiants. Virginie, je vais peut-être vous demander d'abord de nous présenter votre entreprise et puis nous expliquer un peu en quoi consiste votre métier. Bonjour à tous, Virginie, consultante de prévention chez Malakoff Humanis. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter qui nous sommes et mon métier. Et puis, il me semblait important de revenir un petit peu sur le contexte de la crise sanitaire et de tout ce que c'est venu chambouler autour de la qualité de vie au travail, sur le sujet qui nous amène aujourd'hui. Ensuite, on parlera de l'impact de cette crise sur l'absence en entreprise. Et puis après, on ira un petit peu plus dans le vif du sujet sur ce que c'est la qualité de vie au travail, qu'est-ce qu'on met dedans, quelle est la perception des salariés et des dirigeants face à cette qualité de vie au travail. Et puis quelques leviers d'action qu'on peut mettre en place. Alors, en 45 minutes, c'est un challenge important. On va essayer en tout cas de clarifier les concepts et de vous donner un maximum d'informations. Alors, pourquoi Malakoff Humanis et qualité de vie au travail, le lien avec le métier de consultant prévention. En fait, Malakoff Humanis, nous sommes un groupe paritaire, mutualiste, non lucratif. Donc, on a 2 métiers, celui de la retraite complémentaire Agirc Arrco et de l'assurance des personnes. Et il y a une bonne dizaine d'années, les partenaires sociaux se sont mis autour de la table et ont décidé de faire de la prévention un axe stratégique majeur, puisque la pérennité des régimes de protection sociale est un enjeu également. Et donc l'idée, c'est d'accompagner les entreprises à limiter, à réduire le risque et à travailler sur les causes. Donc pour ce faire, on a développé un certain nombre de services pour vous permettre en tout cas de réaliser des diagnostics, vous outiller pour être en mesure de le faire. Et puis une fois qu'on a réalisé les diagnostics, comment on co-construit, comment on met en place des plans d'action sur les sujets de prévention, de protection du capital humain avec nous. On a décidé de créer également et de faire un maillage territorial en ayant des équipes sur le terrain pour piloter à vos côtés la réalisation de ces diagnostics et de la mise en place de plans d'action en matière de prévention. Donc la qualité de vie au travail fait partie de nos sujets sur ces plans d'action. Bon, on va s'intéresser donc dans quelques instants à ce fameux baromètre de la santé et sur la qualité de vie au travail, donc baromètre 2020. Tout à fait. Avant ça, je vous précise que cette conférence atelier est diffusée en direct sur YouTube et j'invite les personnes qui sont sur YouTube éventuellement à réagir aux propos que nous allons échanger. Éventuellement, si vous avez des questions sur YouTube, alors on ne pourra pas y répondre en direct, mais vous pourrez toutefois avoir une réponse à l'issue de l'émission. Donc ce baromètre de la santé et de la qualité de vie au travail, quels en sont les grands enseignements et surtout, avant tout, où peut-on le retrouver ? Alors, ce baromètre et l'ensemble des études, vous pouvez le retrouver sur le comptoir de la nouvelle entreprise, qui est le média de Malakoff Humanis, où vous retrouvez l'ensemble des études qu'on va mener autour du management, de la santé au travail, de la RSE, de la qualité de vie au travail. Il est ouvert à tous et c'est vraiment pour vous un vivier où vous allez retrouver un certain nombre d'informations pour venir alimenter votre réflexion sur ces sujets-là. Des vidéos, des podcasts, des dossiers vraiment très complets. Donc, je vous invite à y aller. Alors, avant de s'intéresser aux résultats, aux enseignements, on va parler d'abord de la méthodologie. Précisez-nous un petit peu ce qu'il en est. Alors, nous réalisons depuis une dizaine d'années des enquêtes, des baromètres. Donc là, c'est un baromètre national que nous sortons chaque année autour des grands facteurs de risque et des enjeux sur la qualité de vie au travail et la santé. Quelle est la perception des salariés face aux dimensions de la qualité de vie au travail. Donc là, l'étude porte sur 3500 salariés du secteur privé et elle a été réalisée fin 2020. Donc, ce qui nous a permis de prendre la mesure face à l'année très singulière qu'est l'année 2020. Et donc, on a une enquête réalisée 100% en ligne. Tout à fait. On ne fait plus de téléphone, c'est fini ?
Voilà, exactement. Alors ça dépend des enquêtes, et puis Solène pourra vous en parler tout à l'heure, mais effectivement, là, cette enquête-là, elle a été réalisée online. Sachant qu'on a un beau panel représentatif, parce que sur bon nombre d'études, on est plutôt sur des panels de 1000-1500 salariés. Alors, qu'est-ce qui découle justement de ce baromètre ? Eh bien, on va le découvrir. L'idée, c'était de resituer un petit peu, recontextualiser, parce que la crise sanitaire a fait bouger les lignes. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu... tous nos repères ont été bouleversés quand même. Et en psychologie, la notion de contrôle, elle est importante. Donc, c'est venu affecter la santé psychique des salariés. Plus de rituels, voilà, le lieu de travail, la méthodologie, l'organisation du travail, tout ça a bougé finalement pendant cette crise sanitaire. Et donc l'idée, c'était de vous donner une perception un petit peu des ressentis des salariés du secteur privé là-dessus, face à cette incertitude et donc ce stop and go qu'on a vu quand même pendant l'année 2020 et aussi pendant cette année 2021. Donc globalement, ce qu'on en ressort, c'est une émergence des difficultés en lien avec l'activité et l'organisation, mais là, je ne vous apprends rien. L'impact direct et brutal que ça a pu avoir sur l'activité des entreprises, le rythme de travail des salariés, puisque 46% des salariés déclarent que l'activité de leur entreprise a quand même fortement ralenti au cours des 12 derniers mois, et 30% sur leur rythme de travail. Donc du coup, c'est venu impacter... sur l'organisation du travail, presque 70% des salariés ont quand même vu leur organisation chamboulée, et également en raison de l'explosion du chômage partiel. Et du coup, lorsqu'on parle d'organisation du travail, on parle de télétravail. Pour bon nombre de salariés, le télétravail a été la norme. Le télétravail a été subi, il a explosé pendant cette vague du premier confinement, qui a engendré des difficultés perçues par les salariés, notamment autour de l'isolement. Moi, j'ai vu des témoignages d'entreprises qui nous disaient qu'à titre exceptionnel, ils ont fait revenir des salariés sur site, qui étaient seuls, qui vivaient dans des espaces très étroits, avec peu de lumière, et qui, au bout de plusieurs semaines, c'était vraiment leur santé mentale qui était affectée, et ça commençait à prendre des proportions assez graves. Donc, non, si vous pouviez revenir avant, merci. Donc le télétravail, ça c'est quand même un point important. Il faut bien faire la distinction entre le télétravail de crise et le télétravail normal. Là, on a eu un télétravail subi, et le changement, en tout cas lorsqu'on met en place un accord télétravail ou qu'on travaille sur ce sujet-là, il doit être accompagné, et il y a beaucoup de recommandations qui ont été faites, et c'est un sujet aujourd'hui dans les entreprises, l'hybridation des modes de travail. Il y a un avant-confinement et puis finalement il y a un après. On muscle les points forts qui sont ressortis de cette expérience, et puis les points de fragilité qui ont été détectés, on essaye de les anticiper au mieux. Donc qu'est-ce qui est recommandé par les psychologues du travail sur ces sujets-là, ou même l'ANACT ? C'est 2-3 jours de télétravail qui sont recommandés. Et lorsque les salariés viennent sur site, c'est de faire en sorte que lorsqu'ils viennent sur site, c'est de créer des temps collectifs. Si on a des projets transverses sur lesquels on doit travailler, c'est sur ces journées-là. Il faut faire en sorte que l'équipe soit réunie sur ces journées-là. Pas qu'il y ait la moitié de l'équipe de présents, et puis de faire des réunions. Et le manager, bien entendu, doit être présent sur ces journées d'équipe. Donc en fait, il faut aujourd'hui recréer des rituels. À l'issue de cette crise sanitaire, c'est les recommandations qui sont faites pour permettre aux salariés que lorsqu'ils ne sont pas en télétravail, de donner du sens de revenir dans l'entreprise. Et donc de créer ces moments collectifs va être important. On s'inscrit vraiment dans la continuité de ce qui vient d'être dit dans l'atelier 1 sur le changement de paradigme. C'est ça. Voilà, cette notion de sens qui revient quand même très souvent. Énormément, parce que finalement, c'est comme si cette crise sanitaire, en tout cas c'est ce qu'on ressent dans les enquêtes qu'on a menées, les ressentis que nous donnent les salariés, c'est que le lien au travail a changé. Et du coup, il faut se réadapter. Mais il y a des points forts qui en ressortent, et l'idée, c'est de capitaliser là-dessus. Et alors là, vous parlez aussi de l'équilibre entre travail et vie personnelle. Tout à fait. Qui est de plus en plus complexe. C'est une vraie difficulté, et on va dire c'est ce qui doit être anticipé au mieux, et c'est le ressenti des télétravailleurs, c'est l'empiètement finalement du travail sur leur vie personnelle. Ouais. Alors, ce qu'on a vu également dans le cadre de cette crise, c'est une augmentation des fragilités qui étaient déjà existantes, mais qui se sont renforcées par la crise sanitaire. C'est pas rien quand même. 52% des salariés interrogés
ont rencontré une situation de fragilité sociale. Ça peut être un membre de la famille où on est en situation d'aidant, ça peut être une situation de monoparentalité, enfin une rupture de vie au sens plus large, ça peut être une fragilité financière. Et puis l'isolement, du coup, ayant atteint son niveau le plus élevé, c'est venu renforcer ces fragilités. Et on a vu pendant cette crise les émotions qui se sont quand même exacerbées. Donc ça, c'est vraiment un constat. Alors pourquoi on parle des fragilités par rapport à la qualité de vie au travail ? Pour mener à bien une politique de qualité de vie au travail, il est important aussi de pouvoir diagnostiquer et mesurer quelles sont les fragilités que rencontrent mes salariés. Même si c'est dans leur sphère personnelle, l'idée c'est d'avoir une cartographie un petit peu des fragilités sur lesquelles on peut peut-être agir et qui vont leur permettre de mieux concilier leur travail avec leur charge de vie personnelle. Donc c'est vraiment un sujet de QVT, la prise en compte des vulnérabilités. Et puis, on a vu l'hygiène de vie a aussi été impactée. Pourquoi on parle d'hygiène de vie ? L'hygiène de vie, c'est ce qui va déterminer à 50% votre état de santé. C'est-à-dire que vous avez 4 grands déterminants sur votre état de santé. Vous avez votre environnement qui va agir à 20% sur votre état de santé. Vous avez votre génétique qui va agir à 10% à 20% sur votre état de santé. Votre accès aux soins à 10%, et puis ça veut dire qu'il y en a un à lui tout seul qui représente 50%, c'est bien votre hygiène de vie, c'est vous. Et on a vu que dans le cadre de cette crise sanitaire, on n'avait pas la possibilité de prendre soin de soi de la même façon. Et donc il y a eu des changements aussi qui ont été opérés dans l'hygiène de vie, et ça a eu des répercussions sur l'activité physique, parce que le fait de ne pas pouvoir sortir, c'est le fait d'être sédentaire et donc d'être moins en mouvement. Puis peut-être de moins bien manger aussi quand on... Alors, il y a eu davantage de déstructuration des repas. En revanche, on a vu aussi que les gens ont pris plus de temps pour préparer les repas. Donc, sur l'alimentation, on a vu plutôt une augmentation positive. Okay. Bon, là, on vient de voir pas mal de difficultés. Oui. Bon, on va parler quand même du positif. Exactement, on ne va pas parler que de ce qui est négatif quand même. Alors, intéressons-nous au bilan. Du coup. Qu'est-ce qui ressort de très positif là-dessus ? C'est sur la satisfaction du travail et de la qualité de vie. Ça a atteint son niveau quand même le plus élevé depuis 2011, puisque, comme je vous le disais, ça fait une décennie, donc on a une décennie de recul sur toutes ces questions-là. Davantage de bienveillance, d'entraide. On a vu que finalement, on ne peut plus être ensemble, mais quelque part, ça rassemble. C'est-à-dire qu'on recherche davantage à créer du lien parce que physiquement, on n'est plus ensemble. Donc l'ambiance au travail avec les collègues a progressé. Puis de fait, la maîtrise des outils informatiques et les salariés ont vraiment reconnu l'agilité de leur employeur pour leur permettre, même en situation de télétravail, de mettre à disposition tous les outils et la maîtrise des outils. Et des outils peut-être plus simples aussi qu'auparavant. Simplifier, sécuriser aussi. Donc, il y a une vraie reconnaissance des salariés de ce point de vue-là. Et puis l'adaptation au changement et l'accompagnement dont ils ont pu bénéficier, les retours ont été très, très positifs. Alors, on va s'intéresser maintenant aux conditions de travail, l'impact positif. Alors, sur les conditions de travail, vu qu'on a constaté un ralentissement quand même de l'activité, de fait, il y a eu un ralentissement des risques liés à cette activité. Donc, moins de pression psychologique ressentie. Le sentiment d'épuisement professionnel a reculé pendant cette période, mais attention, ça concerne quand même toujours 49% des salariés interrogés. Mais du coup, moins de risques. Si par exemple, on a un métier où on est en lien avec l'extérieur, forcément, ce risque-là a été de fait limité. Donc, sur la santé psychique, là, pour le coup, ça a été plutôt bon, parce que moins d'insultes, moins de remarques blessantes, agressives au sein de l'entreprise et de la part des clients, pour 15% des répondants. Et puis, moins de pénibilité physique avec le ralentissement de cette activité également. Et du rythme de travail, du coup. Et donc, si on se sent mieux, globalement, on est plus engagé dans l'entreprise et dans le travail. C'est exactement ça. Alors justement, parlons-en. Alors, la crise... Ce qui est ressorti, c'est qu'elle a renforcé l'engagement des salariés. Pourquoi ? Parce que y a eu davantage de prise en compte et de protection des salariés face à cette situation de crise sanitaire. 68% du coup recommanderaient leur entreprise, plus 5 points par rapport aux années précédentes. Donc ça, c'est un constat que l'on peut faire. La reconnaissance aussi, et ça je l'ai dit précédemment, sur la mobilisation
de leur entreprise en termes de sécurité, en termes de santé. Je crois qu'il y a eu une vraie volonté des entreprises de protéger leurs salariés de façon agile et immédiate. Et donc, du coup, sur le ressenti des salariés face au fait que leur entreprise se préoccupe de leur bien-être. Donc ça a eu du coup un impact très positif. Et puis la reconnaissance de l'engagement des managers. Il a fallu manager à distance, quand avant on avait nos équipes sur place, et donc une vraie reconnaissance aussi par leur hiérarchie. Alors justement, on va s'intéresser au management. Dans l'atelier 1, on parlait de développer l'agilité comportementale dans l'entreprise pour être plus innovant, plus dans l'anticipation et plus dans la coopération. Qu'est-ce qui ressort, vous, de votre baromètre ? Eh ben, ça fait partie des attentes des salariés, en tout cas, et ce qui a été apprécié. Et d'ailleurs, si on regarde toutes les études menées ou tous les conseils qui peuvent être donnés autour de la prévention des risques psychosociaux en entreprise, l'autonomie va être un facteur primordial dans la possibilité finalement d'avoir des latitudes décisionnelles et de pouvoir mettre en exergue ses compétences. Donc plus d'autonomie, moins de contrôle et plus d'échanges. Donc cette crise finalement a permis davantage de flexibilité. On a mis en tout cas à l'épreuve notre flexibilité ou notre capacité de s'adapter et la possibilité de prendre des décisions. Davantage chez les télétravailleurs, bien entendu. Et puis, du fait de ne plus être présent sur site ou d'avoir moins de monde, il a fallu communiquer davantage. Et donc, plus de clarté dans l'organisation. Et ça, c'est un point très positif qui ressort. Et donc, on voit l'importance des feedbacks, l'importance de communiquer et d'avoir une communication régulière avec les collaborateurs sur ce que nous savons à date, ce que nous ne savons pas et comment nous allons procéder pour pouvoir rassurer. Parce que dans un contexte finalement où tout était incertain, y a la notion de sécurité psychologique qui va être primordiale et les salariés, en tout cas, le retour qu'ils font, c'est que ils ont été rassurés ou en tout cas, il y a eu un vrai effort de l'entreprise de communiquer sur la situation à date, comment nous allons procéder, comment nous allons travailler demain et finalement, ça a renforcé l'engagement de ces collaborateurs-là. Et puis une adaptation des objectifs des managers. À un moment donné, c'est que on avait des objectifs, on va devoir un petit peu revoir ces objectifs-là et donc la prise en compte pour revoir les objectifs. Alors toujours dans les résultats de ce baromètre, alors on en parlait tout à l'heure avec l'hygiène de vie. Intéressons-nous maintenant aux détails de cette hygiène de vie. Alors on a parlé de l'alimentation, mais la première ligne, c'est cette progression du sommeil chez les salariés. C'est quoi ? On est chez soi, on dort plus ? Oui, parce que on se lève moins tôt, parce qu'on n'a pas les conditions de trajet à faire pour aller en entreprise. Donc c'est là pour le coup un dommage positif. Les salariés n'ont jamais autant dormi finalement. Donc une progression du sommeil. Et on sait que le sommeil c'est primordial pour les capacités aussi sur la journée à travailler. Donc une diminution de la prise de substances qui pourraient nous aider à dormir. Et alors on le disait tout à l'heure, l'amélioration des pratiques alimentaires. Alors d'un côté, on a vu une déstructuration des repas, mais d'un autre, plus de temps, les restaurants étaient fermés aussi. Donc, quelque part, si on veut se faire plaisir et bien manger, va falloir les préparer nous-mêmes. Donc, on se renseigne et on voit comment on peut créer des moments de convivialité autour de l'alimentation. Donc ça, c'est plutôt aussi très, très positif. Et puis, du coup, moins de difficultés à concilier la vie personnelle avec les engagements professionnels. Pour quand même bon nombre de salariés, un peu moins partagé par les télétravailleurs qui, eux, pour le coup, ont eu du mal à faire la déconnexion. D'autant plus que quand c'est subi et qu'on n'a pas l'habitude et que c'est pas intégré dans un accord, qu'on n'a pas été accompagné finalement face à ça, on perd tous nos repères. Et donc la difficulté de concilier les deux a été beaucoup plus compliquée chez les télétravailleurs. Et puis, alors, diminution de la charge de vie également, du fait de ne pas avoir à se rendre finalement sur un lieu de travail. Mais on a quand même un salarié sur 5 qui est aidant et pour eux, ça a été très, très compliqué. Si on fait un petit focus sur le sujet des aidants, c'est 20% des actifs et c'est des personnes qui sont épuisées de par leur charge de vie personnelle avec la conciliation de leur vie professionnelle. Également, on a vu des personnes en situation de fragilité sur les foyers monoparentaux qui étaient de plus en plus isolés du coup, dans leur situation et dans leur charge de vie. Mais un point très positif, c'est que la crise n'a pas affaibli la confiance des salariés. Alors, si on parle de la confiance, ça ramène à quoi ?
on ne s'engage pas si on n'a pas confiance. Donc la confiance, aujourd'hui, c'est un critère qu'il faut prendre en compte, finalement, lorsqu'on veut mener une politique de qualité de vie au travail. C'est la culture de la confiance. Donc former aussi les managers à cultiver la confiance dans leurs équipes. Vous parliez de l'IAE tout à l'heure. L'IAE a fait une étude sur les 3 principales qualités managériales, et notamment pour développer cette fameuse culture de la confiance. Et ces qualités, c'est la capacité à fédérer, la capacité à mettre un bon climat dans son équipe, puisque l'ambiance, on va en parler, on va le voir, c'est un critère déterminant dans la qualité de vie au travail. La capacité également à permettre aux salariés de développer leurs compétences et la capacité à dire les choses, à faire du feedback. On a vu à quel point la clarification ou de pouvoir avoir une vision des orientations stratégiques de son entreprise va être primordiale dans la capacité à s'engager et donc à avoir confiance. Bien, ça fait pas mal de résultats pour ce baromètre. Alors, on va s'intéresser à un sujet qui est un peu l'angoisse de certains chefs d'entreprise, à savoir l'absentéisme. Ouais. Avant ça, quand vous verrez ces slides violettes, ce sera la partie où vous pourrez poser des questions. Donc, si vous avez des questions déjà sur la première partie, n'hésitez pas à lever la main, on vous donnera un micro. Si vous avez un ressenti partagé. Un témoignage sur cette première partie sur les résultats. Non, très bien. On continue. Donc, sur l'impact de la crise sanitaire sur l'absentéisme. Alors, vous avez mené, vous dressez un observatoire mensuel des situations de travail sur le premier semestre 2021, donc qui a été pas mal marqué par différentes étapes de confinement, de déconfinement. Et puis, vous allez nous présenter les résultats. En fait, l'absentéisme, c'est une conséquence directe. En tout cas, si on veut rester sur le sujet de la qualité de vie au travail, je mène dans mon entreprise une politique QVT. Comment je vais mesurer finalement que ça fonctionne ? L'absentéisme va être un indicateur de mesure. Là, on voit l'impact finalement de la crise sanitaire sur l'absence. On a bien conscience qu'en 2020, il y a eu un impact significatif, mais ça continue en 2021. C'est ça qu'on voulait montrer aussi, la progression. Alors, 46% de ces arrêts sont liés quand même au Covid, 12% parce que les gens ont été atteints du Covid, mais ça veut dire que le reste, c'est parce que c'était cas contact, parce que l'école a fermé, etc. Donc, on voit aussi l'impact de tout ça sur l'absence en entreprise. Donc, vous êtes directement concerné et le dommage collatéral est là. Donc, plus 30% entre janvier et mai 2021 quand même. Donc là, ce que vous dites, c'est qu'en gros, sur ces parts d'arrêt de travail maladie, plus de la moitié, c'est dû au Covid. Hein. On est d'accord ? Ouais. Pas tout à fait, presque 46%. Ok. On va regarder maintenant par secteur d'activité, peut-être, depuis le début de la crise ? Oui, en fait, l'idée, c'est d'avoir un focus. Quels ont été les secteurs d'activité qui ont connu le plus d'absence sur cette période. La santé sociale est un secteur d'activité qui connaît une sinistralité ou une absence importante, suivie par l'industrie. Et enfin, les services qui ont pu davantage télétravailler. Donc, on peut l'expliquer aussi par les modes de travail et d'organisation possibles au regard de la capacité à télétravailler. Et ce qu'on a constaté aussi chez les télétravailleurs, c'est que dès lors où ils étaient malades, ils ne prenaient pas forcément d'arrêt. Bon, la durée de l'arrêt de travail moyen. Alors, je ne vais pas dévoiler la slide tout de suite, je vais poser la question. À votre avis, selon vous, à main levée comme ça, est-ce que l'arrêt de travail moyen dure moins de 7 jours ou plus de 7 jours ? Moins de 7 jours pour l'arrêt de travail moyen ? Ok. Et plus de 7 jours ? Bon, on va découvrir la réponse, mais je pense que... Voilà. On distingue les arrêts courts, donc on considère que les arrêts courts sont des arrêts de 1 à 3 jours, les arrêts moyens de 4 à 30 jours qui représentent la plus grosse proportion des arrêts. Avec une moyenne du coup dans cette part à 13 jours. Tout à fait. Et les arrêts longs qui sont de plus de 30 jours. Et donc on a vu une augmentation significative. Donc là on le voit bien, 2019 et 2020 en bleu turquoise. Et puis les 5 premiers mois de 2021 où on a vu une augmentation importante et notamment des arrêts longs en un an. Donc là, on est directement sur l'impact de la santé psychique, si on parle des causes de l'absentéisme qui est venu affecter la durée des arrêts. Parce que là, quand on regarde 94 jours de durée moyenne pour les arrêts longs, on est au-delà du simple traitement du Covid, du coup. Tout à fait. Ouais. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça,
On va synthétiser l'ensemble du baromètre et voir ce qu'il en est. Est-ce qu'il y a des questions? Slide violette. Oui, madame. Attendez, on va vous donner un micro. Oui. Oui. On vous entend. Oui, j'étais en train de vous dire, du coup, vous avez plus de 16% de salariés en arrêt de plus de 30 jours. Mais comment l'entreprise peut avoir un impact sur un salarié en arrêt de travail de plus de 30 jours? Tout dépend de la cause, en fait. Donc, si, par exemple, on est sur un risque psychosocial, est-ce que la cause est professionnelle ou personnelle? Puisque l'absentéisme, il est multifactoriel. Donc, l'idée, c'est d'anticiper le plus en amont possible par le biais de diagnostics sur ce qu'on fait, un petit peu le ressenti des salariés. Parce que vous, par exemple, au niveau de la direction, on va avoir un ressenti. Au niveau des IRP, on va en avoir un autre. Et puis les salariés, ça va être un tout autre. Donc l'idée, c'est d'objectiver l'ensemble des ressentis pour après mettre en place des actions et peut-être détecter des situations de fragilité au sein de son entreprise. Par exemple, dans mon entreprise, quelle est la proportion des salariés aidants? Je ne le sais pas forcément. Et pourtant, un aidant, il est 30% plus souvent absent qu'un autre salarié. Donc si je veux pouvoir anticiper et orienter ce salarié, parce que j'ai mon rôle, mais mon rôle a aussi des limites. Donc comment je peux l'orienter au mieux? Je vois les difficultés sans être intrusif. Mais l'idée, c'est de pouvoir réaliser au mieux des diagnostics pour pouvoir anticiper ce qui va causer des arrêts de longue durée. Et aujourd'hui, les deux principales causes, c'est les troubles musculo-squelettiques et les risques psychosociaux. Alors justement, dans cette synthèse, il y a une première notion sur justement l'absentéisme de longue durée qui augmente. Vous en avez parlé tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc on voit l'absentéisme de longue durée qui augmente. C'est quoi pour vous lorsque vous avez un absentéisme de longue durée? Au niveau de l'entreprise, ça va être un indicateur de santé. C'est-à-dire que lorsque vous voulez mesurer l'absentéisme dans votre entreprise, il y a 3 indicateurs qui sont à prendre en compte et qui vont être intéressants à prendre en compte. Il y a ce qu'on appelle la prévalence, c'est quelle est la proportion de mes salariés qui s'arrêtent au moins une fois dans l'année. Est-ce que c'est 10, 20, 30%? Il y a le deuxième indicateur qui va être la durée. Et là, on y est. Là, on voit que finalement, la durée augmente. Et ça, c'est un indicateur de santé sur l'aspect gravité, finalement, des arrêts. Que ce soit lié à de la santé physique ou psychique, sachant que les deux sont aussi étroitement liés. Donc ça, c'est un enjeu aussi important. Et puis, le dernier indicateur qui va être aussi important à prendre en compte dans l'analyse de l'absentéisme, c'est la récurrence, qui renvoie à la notion de l'engagement et du lien au travail. Est-ce que mes salariés s'arrêtent en moyenne une fois dans l'année, 2 fois, 3 fois, 4 fois et plus? Enfin voilà, quelle est la proportion? Donc d'avoir ces indicateurs-là sont vraiment des indicateurs pour vous de mesure par rapport à la qualité de vie au travail ou à toutes les dimensions qu'on va parcourir ensemble dans un temps 2. Donc on voit que l'absentéisme de longue durée augmente, c'est un vrai défi à relever. Et sur l'enquête qu'on a pu mener, les dirigeants estiment qu'il va falloir miser sur la formation des managers aussi pour prévenir au mieux les risques psychosociaux. Et d'ailleurs, les managers que l'on interroge sont énormément en attente aussi de formation et d'être épaulés là-dessus. Alors justement, ces risques psychosociaux et l'absentéisme représentent 14% des arrêts de longue durée qui sont liés donc aux risques psychosociaux. Voilà. Il y a souvent, c'est pas confusion dans les concepts, mais risque psychosocial, qualité de vie au travail. Donc le risque psychosocial, on est vraiment sur le risque lié au travail, la santé psychique, et on voit que en début 2020, il représentait 9%. Des arrêts et ils sont passés quand même à 18% depuis le déconfinement. Donc on a vu l'impact finalement que la crise sanitaire a pu avoir sur la santé psychique. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a eu confinement, déconfinement. Ce qu'on a constaté aussi dans les entreprises, c'est que après, ça dépend des secteurs d'activité, ça dépend des entreprises, mais des fois, on n'a pas toujours pris le temps de débriefer. C'est-à-dire qu'on revient sur site, et puis l'idée, c'est on repart comme avant, alors qu'en fait, il y a eu une période, il faut regarder dans le rétroviseur, il faut accuser réception 2, et il faut donner un statut à cette période, finalement, pour pouvoir avancer derrière. Donc ça, c'est important. Et puis, les recommandations des psychologues du travail face à ce constat, c'est aussi de dire il faut miser sur le climat de l'équipe. S'il y a quelque chose sur lequel il faut mettre le paquet,
c'est le climat. Donc, on débriefe. Comment tu as vécu cette situation? Comment ça s'est passé pour toi? Avant de parler travail, on va d'abord parler de tout ce qui s'est passé. Et puis on va rassurer. Parce qu'il faut recréer finalement une vie d'entreprise derrière. Il faut recréer des rituels. Mettre du sûr, rassure. Et la principale cause de stress, c'est l'incertitude, en tout cas dans le changement. Alors, on parle beaucoup quand même des conséquences psychologiques de la crise sanitaire. Est-ce que vous avez une idée, une projection sur ce qui va arriver dans les mois à venir ou les années à venir? Alors là, c'est votre baromètre qui s'appuie sur des données très concrètes. Mais là, on voit quand même que ça a doublé entre début 2020 et depuis le déconfinement. Est-ce qu'on est encore sur une phase de progrès? Enfin, plutôt je ne sais pas si on peut appeler ça du progrès pour le coup, mais est-ce que cette valeur est encore en train de grandir? J'ai envie de dire qu'on va attendre le baromètre 2021. On en saura plus au printemps, parce que c'est là qu'on aura toutes ces données où on va interroger les salariés sur leur ressenti. En tout cas, ce qu'on constate sur les causes d'arrêt, c'est que ça continue à progresser et qu'il faut travailler sur... Il y a eu le retour sur site qui a été mené, je veux dire, en fonction aussi de l'importance de l'activité. Il y a des entreprises qui étaient toujours en ralentissement d'activité, qui ont pu peut-être davantage prendre en compte ces sujets-là, et puis d'autres qui sont repartis à fond les ballons. Il y a eu un ralentissement, maintenant il faut rattraper un peu tout ça. Et voilà, c'est des sujets qui ont été peut-être un petit peu plus écartés. Donc c'est très variable, mais en tout cas, il faut, sur les recommandations qui sont faites, il faut vraiment donner un statut à cette période pour pouvoir après avancer différemment. Bon, pour parler de choses plus réjouissantes, on va parler maintenant de qualité de vie au travail. On va essayer de comprendre la qualité de vie au travail. Avec cette question, la qualité de vie au travail, c'est quoi? Et vous allez d'abord commencer par nous définir ce que c'est. Voilà, bon, il y a une définition qui a été donnée dans l'accord national interprofessionnel de 2013. En fait, ça a été classé en 3 rubriques. Il y a 3 grandes rubriques qui sont les conditions d'emploi et de travail, la possibilité de s'exprimer et d'agir. On en parlait tout à l'heure, je vous parlais de sécurité psychologique. Ça, c'est fondamental pour la qualité de vie au travail, la capacité et la possibilité de s'exprimer sans avoir peur, de crainte par rapport à sa carrière. Et c'est pour ça que dans les postures managériales et dans les formations qui sont faites aussi à destination des managers, c'est comment je travaille cette notion de confiance, cette notion de transparence, d'échange, de feedback régulier. Donc ça va être une condition primordiale dans la qualité de vie au travail, c'est l'ambiance. Et donc la possibilité de s'exprimer, d'agir. L'attention également qu'on va porter au contenu du travail, mais pas que. Il y a le contenu, mais il y a aussi les conditions dans lesquelles je vais exercer ce travail. Donc voilà, vous avez ces 3 rubriques-là. Les perceptions sont très différentes d'une personne à l'autre. Attention quand même à l'approche trop périphérique, finalement, de la qualité de vie au travail qu'on peut voir des fois. Une psychologue avec qui je travaille, elle appelle ça le pomme vélo carotte, où finalement, comme elle dit, on n'a jamais vu un salarié faire un burn-out parce qu'il n'y a pas de salle de sieste. Donc l'idée, c'est vraiment de s'atteler à tous ces paramètres-là si on veut travailler le sujet de la QVT. Ce qui est important aussi, c'est de clarifier les concepts. Voilà. Il y a 2 notions, il y a plusieurs notions lorsqu'on parle de la qualité de vie au travail. Il y a une notion, on va dire, positive et une notion un peu plus négative. Le constat, c'est que souvent, lorsqu'on parle de qualité de vie au travail, finalement, on est dans une approche collective et plutôt positive. Si on est dans une approche collective mais plutôt négative, on ne va pas parler de qualité de vie au travail, on va parler de risques psychosociaux. Par contre, si on prend les 2 du haut et les 2 du bas, les 2 du haut, on est sur une vision collective, et les 2 du bas, c'est plutôt individuel. Et puis, les notions sont arrivées différemment. La première notion qu'on a vue arriver, c'est celle de stress au travail, mais elle est propre à chaque individu. Après, il y a eu des cas qui ont fait la presse, qui ont fait la une dans certaines entreprises en 2005. Et donc, on a abordé la notion de souffrance au travail et donc l'approche plus collective autour des risques psychosociaux. Puis après, on a envie de mettre du positif aussi là-dedans. Et donc, on aborde plus la notion de qualité de vie au travail qui va être constructive pour éviter ces risques psychosociaux et ces conséquences. Et le bien-être qui, lui, fait appel à 3 notions, qui est celle de la satisfaction, de la fierté éprouvée face à son travail. Voilà. Mais en tout cas, si on distingue le haut du bas, le haut, c'est une vision collective et le bas, c'est plutôt individuel.
Mais si on devait distinguer le haut du bas aussi, et s'il y a quelque chose à faire lorsque vous voulez mettre en place une démarche de qualité de vie au travail, c'est dans l'analyse, dans le diagnostic, bien différencier les causes des conséquences. Et là, qualité de vie au travail, risque psychosocial, on est sur les causes. Bien-être et stress, on est plutôt sur les conséquences. On va découvrir en image la fleur des composantes de la qualité de vie au travail. Voilà, donc là on retrouve finalement tout ce qu'on peut mettre dans la qualité de vie au travail et toutes les dimensions que ça concerne. Donc là on est sur la source de l'ANACT, mais on voit que c'est très très vaste et finalement sur une politique QVT qu'on souhaite développer, la QVT ça ne doit pas être un énième projet par rapport à des organisations qui sont déjà saturées de projets. La QVT doit s'inscrire directement dans les orientations stratégiques de l'entreprise, puisqu'elle est au cœur de tout. On parle des relations au travail et du climat social. Si on prend par exemple notre baromètre sur les 10 dernières années, si on demande aux entreprises, aux salariés, quel est le critère numéro 1, l'ambiance est indétrônable depuis 12 ans. Donc ça veut dire qu'il vient avant le contenu, avant le parcours professionnel, avant les rémunérations. Donc on voit bien l'importance des relations au travail et le développement du climat social. Si je devais vous donner un exemple, parce que je ne vais pas aborder en détail chaque pétale, mais si on prend par exemple dans le contenu du travail, la clarté du travail, il y a aussi dans votre appréhension de chaque notion de qualité de vie au travail, un point important, c'est toujours de travailler sur 3 aspects. Il y a ce qu'on va appeler la prévention primaire. La prévention primaire, c'est comment je fais pour éviter le risque. Je le connais. Maintenant, comment je fais pour l'éviter. La prévention secondaire, c'est je connais le risque, je ne pourrais peut-être pas forcément l'éviter. Comment je vais limiter sa fréquence d'exposition. Et puis, la prévention tertiaire, le risque, il est survenu. Donc, il faut que je mette un pansement. Il faut que j'accompagne, il faut que j'aide. Et sur chaque dimension, sur chaque pétale, il faut travailler sur le primaire, le secondaire et le tertiaire. Il faut prévoir les 3. Si je prends l'exemple de la clarté des rôles, on voit qu'il y a des salariés qui sont en souffrance. Il y a des problèmes d'ambiance dans l'équipe parce que les rôles ne sont pas clairs finalement. Je vais faire de la prévention primaire, je vais reprendre toutes mes fiches de poste. Prévention secondaire, on va en parler, on va voir avec les managers, on va faire des retours d'équipe pour voir un petit peu les points qui clochent. Et puis, prévention tertiaire, la souffrance, elle est là. Comment j'accompagne mon salarié individuellement, peut-être, face à ça. Donc, on voit bien qu'à chaque fois, il faut travailler sur ces 3 volets. On parlait tout à l'heure aussi de sécurité psychologique. On voit que dans cette notion de QVT, il y a la compétence, les parcours professionnels, les parcours d'intégration, ça va être des choses aussi importantes à prendre en compte. Comment j'accueille les nouveaux entrants dans l'entreprise? Comment je permets à mes salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle? Comment j'aménage les horaires? Comment je suis flexible, par exemple? Si j'ai un salarié qui est en situation de fragilité, comment je fais pour l'accompagner au mieux? Donc on voit finalement toutes les dimensions que ça prend. L'importance également... Après, post-crise, ça a encore plus d'importance dans cette notion de qualité de vie au travail également, c'est l'importance des rituels. Il faut des rituels en entreprise, des rituels collectifs, par exemple la grande plénière chaque année. Il faut des rituels individuels, la pause café, le déjeuner, etc. Il faut des one-to-one avec un manager. Il ne doit pas attendre l'entretien individuel pour pouvoir il faut faire des feedbacks réguliers. Donc on voit et on a vu l'importance de créer tous ces événements-là dans l'engagement, dans le management et de réorganisation, de retransformation des modes de travail pour améliorer la qualité de vie au travail. Alors justement, vous évoquiez tout à l'heure l'importance de l'ambiance au travail. Il y a d'autres déterminants de la qualité de vie au travail, et on va voir la perception qu'en ont les salariés dans votre baromètre en 2019. Donc en effet, l'ambiance arrive en premier point, mais il y a d'autres thématiques.
Là, on voit un petit peu quelle importance accordent leurs salariés et quelle vision surtout ils ont sur leur qualité de vie au travail. Alors, vous allez me dire, ça va être différent d'un secteur à l'autre ou d'une entreprise à l'autre, mais globalement, on voit quand même que sur les 10 dernières années, l'ambiance, et ce que je disais, est indétrônable, puisque la majorité des salariés le mettent en premier critère de qualité de vie au travail. Je peux avoir un travail que je juge pas très stimulant. Par contre, je travaille dans une équipe où on s'entraide, où il y a une bonne ambiance. Résultat, j'ai envie d'aller travailler le matin, quoi. Et j'ai une vraie qualité de vie au travail parce que j'ai du lien social. On est des êtres de lien social. On a besoin du lien social et on l'a encore plus vu, j'ai envie de dire, avec tout ce qu'on a traversé. Il y a une étude qui a été menée par Harvard sur 80 années et ce qui en est ressorti, c'est que le lien social fait vivre plus longtemps. À augmenter l'espérance de vie de ces personnes qui avaient le plus de liens sociaux. Donc on voit l'importance que ça peut avoir. Alors on ne va pas détailler tout parce qu'on va être un peu pressé par le temps, mais en revanche, je vous rappelle que vous pouvez retrouver le baromètre sur le lien qui vous a été montré en début de conférence, et puis vous pourrez le récupérer bien entendu pour en savoir plus. On va s'intéresser maintenant à l'évaluation de la qualité de vie au travail par les salariés. Mention assez bien, on va dire, là, pour la qualité de vie au travail. En tout cas, elle progresse. C'est ce qu'il faut retenir. C'est-à-dire que si on regarde depuis 2012 quand même, donc on arrive à presque 10 ans de recul, ça progresse. Donc c'est plutôt positif. On a vu aussi la prise en compte des entreprises sur ces sujets-là de plus en plus. Nous, on le voit aussi dans l'évolution de nos métiers au quotidien. On est de plus en plus sollicités sur les baromètres qu'on peut mettre en place au sein des entreprises. Donc, avec cette volonté de savoir qu'est-ce que ressentent mes salariés face à ça et comment ils jugent et quelles vont être notre co-construction possible, le travail collaboratif, vous en parliez tout à l'heure. Comment on va pouvoir travailler sur ces sujets-là. En tout cas, c'est remis bien en haut des orientations stratégiques. Alors là, on vient d'avoir la perception côté salarié. On va s'intéresser aux raisons de se préoccuper du sujet pour les dirigeants, parce que ça ne se ferait pas sans eux. C'est exactement ça. Donc les dirigeants, pourquoi ils veulent travailler, pourquoi ils travaillent sur ces sujets et où ils placent l'importance de la qualité de vie au travail, c'est avant tout pour augmenter la compétitivité de l'entreprise. On voit que le climat social, il est aussi autant important pour les dirigeants que pour les salariés. Maintenant, la question à se poser, c'est comment je travaille là-dessus, quels sont les moyens mis en œuvre au sein de mon organisation, de mon entreprise pour travailler sur cette thématique-là. L'absentéisme, c'est un sujet, on le voit, nous, les coûts de protection sociale aussi qui peuvent augmenter de par l'augmentation de l'absence et de la durée de l'absence. Et puis, dans la mesure de l'absentéisme, c'est des coûts hyper importants que les entreprises mesurent au travers des coûts directs. Mais il y a aussi tous les coûts indirects que génère l'absentéisme pour une entreprise. C'est la désorganisation que génère une absence dans ma structure. Je sais combien ça me coûte un salarié qui ne vient pas travailler parce qu'il y a les coûts de maintien de salaire. Par contre, le report de charges sur les collègues, ça a un impact, c'est un coût social. Et puis, je dois faire appel à l'intérim dès lors où je dois remplacer les absents. Ça aussi, c'est un coût pour mon entreprise. Et puis le temps qu'on y passe, toute la désorganisation, donc la maîtrise de l'absentéisme, c'est un enjeu très très important pour les dirigeants. Ouais. Et alors, sans surprise, l'ambiance au travail suit la progression de la qualité de vie au travail depuis 2018, avec quand même un 88% que je me sens bien intégré dans l'entreprise. C'est quand même plutôt ça prouve qu'il y a aussi un travail qui est fait sur l'accueil dans l'entreprise, sur tous ces points-là, de l'intégration, de la prise en compte de l'individu. Il y a une bonne entente là où je travaille. Ça, c'est quand même... on voit, vous voyez, depuis 2011, on est quand même passé de 79% à 83%. Donc ça a augmenté de façon intéressante. Et mes collègues m'aident à mener mes tâches à bien. Donc cette solidarité aussi entre collègues qui ne cesse de progresser. Donc des points plutôt positifs. Alors il y a la notion aussi de télétravail qui est exprimée, notamment il y a une bonne entente là où je travaille. Est-ce que le télétravail n'a pas permis d'apaiser peut-être certains conflits aussi entre salariés qu'il pouvait y avoir auparavant? Les gens ne se côtoient plus 7 heures par jour, mais finalement à distance. Donc, oui, alors il y a cette notion-là, et puis il y a aussi cette notion d'interruption. Lorsqu'on fait des baromètres dans les entreprises, on voit qu'il y a beaucoup de salariés qui parlent de l'accélération des rythmes de travail, alors qui sont faits aussi qui sont liés aussi à nos modes de travail actuels.
Donc les rythmes de travail se sont fortement accélérés et les sources de stress qu'on peut retrouver, moi dans les baromètres ou les retours que j'ai des salariés, c'est j'ai un travail qui nécessite de me concentrer, sauf que je suis dérangée toutes les 5 minutes. Et résultat, à la fin de la journée, j'ai pas fait la moitié de ce que je devais faire et ça c'est une source de stress importante. Et le télétravail est venu apaiser tous ces points-là et donc les relations au travail aussi. Bien, bon, on approche de la fin de l'atelier, mais on va quand même s'intéresser à cette question, comment mettre en œuvre une démarche qualité de vie au travail. Il y a des chefs d'entreprise dans la salle, il y a des managers, il y a des salariés. Tout le monde veut savoir comment faire. Et est-ce que vous allez leur donner les clés pour qu'ils repartent et qu'en rentrant ce soir, ils puissent s'appliquer ? J'aurais pas la prétention en 45 minutes de pouvoir vous donner toutes les clés, parce que ce sont des sujets aussi propres à chacune de vos entreprises. En tout cas, il y a des étapes à ne pas louper. Il y a des étapes à franchir lorsqu'on veut mettre en place une action QVT. La première, c'est de dresser un état des lieux. C'est pas de dire je vais organiser une semaine de la QVT. Tiens, c'était au mois de juin cette année, et puis on va faire un challenge sportif, donc c'est bien de faire ces choses-là, c'est très bien, mais l'idée c'est aussi de dresser un état des lieux sur quels vont être mes axes prioritaires, quels vont être les points forts sur lesquels je vais devoir muscler mes actions, et puis quels vont être finalement les points, les axes de progrès sur lesquels je vais devoir travailler. Donc dresser l'état des lieux, ça va être important. Ça se fait de plein de façons. On peut faire une enquête anonyme, confidentielle auprès des salariés, ça peut être par le biais d'entretiens individuels. Par exemple, j'ai un grand changement à mener dans mon entreprise, je me réorganise, je suis sur la conquête de nouveaux marchés, ou au contraire, j'ai perdu un marché et je dois me réadapter. Face à ce changement-là, on peut faire aussi une étude d'impact humain par des entretiens individuels avec des salariés. Donc, en tout cas, dresser l'état des lieux va être important. Et après le diagnostic, il y a 2 axes d'action. Proposer des solutions, bien entendu, mais qui soient en adéquation avec la réalité opérationnelle, d'avoir toujours, de confronter les deux. J'ai une vision pour mon entreprise, j'ai un objectif, mais je dois la confronter avec la réalité opérationnelle. Et pour ça, le diagnostic va être hyper important. Voilà. Alors, par rapport au slide, voilà. Sur les 5 conditions, le plan d'action doit être compréhensible pour tous, cohérent, localement efficace, simplificateur et réaliste. Voilà. S'il y avait des 5 conditions, ce serait celle-ci. On peut avoir un exemple. Tiens, il y a une mauvaise ambiance dans une équipe. Mon action va être de mettre des orchidées dans les bureaux. Bon. C'est compréhensible, effectivement. Ou le baby-foot. Ou le baby-foot. Ça peut avoir, en tout cas, ça peut avoir du sens. C'est localement efficace. Chacun un bureau, donc il va se retrouver avec une jolie fleur. Bon, ça ne vient pas rajouter de tâches supplémentaires au travail. Et puis, ça ne nécessite pas trop d'action. Par contre, c'est complètement incohérent. Donc, bien entendu, si on veut l'adhésion de tous, il faut que toutes les conditions soient remplies. Cocher toutes les cases de ce plan d'action. Il faut cocher toutes les cases. Et donc, la démarche en 4 étapes, vous en avez déjà exposé 2. Voilà, quel est mon objectif ? Par exemple, mon objectif, j'ai des métiers où j'ai du mal à recruter, j'ai une difficulté à recruter, donc mon objectif, c'est de rendre mon entreprise attractive, par exemple. Ou en tout cas renforcer l'attractivité de mon entreprise. Donc comment je vais donner envie finalement, je suis sur la recherche de talents, de compétences, comment je vais donner envie. Donc c'est toute cette réflexion-là, et c'est là où on dit que la QVT finalement doit être dans les orientations stratégiques. Moi j'ai des entreprises qui ont décidé finalement du lieu de leur siège social par rapport à l'attractivité du lieu. Comment je vais faire venir des personnes sur tel ou tel lieu. Donc je décide de mettre le siège de mon entreprise à tel endroit parce qu'il y a une qualité de vie reconnue, etc., etc. Donc ça se décide bien dans les enjeux stratégiques. Donc de bien définir finalement l'objectif. Les indicateurs de mesure, c'est très important également sur la méthodologie. Comment je vais mesurer que finalement ce que j'ai mis en place, les actions que j'ai mis en place ont de l'effet. Il ne faut pas multiplier les indicateurs, il faut en avoir 3. Un indicateur RH, par exemple, qui va être le turnover, un indicateur de santé, qui va être l'absentéisme, et puis un indicateur de performance, qui peut être la satisfaction des clients, par exemple. Voilà. Donc ça va être aussi des outils pour mesurer. Et puis, faut pas travailler seul sur ces sujets-là. Dès le début, même dans la démarche de diagnostic, il faut y aller avec les acteurs de l'entreprise, puisque dès lors où vous multipliez les acteurs, vous multipliez l'adhésion aussi des personnes à ce projet. Donc voilà, on va assez vite dans les conseils, mais d'une manière générale, il faut pouvoir
une fois qu'on a posé le diagnostic, on a expérimenté. Et puis, pour pérenniser, il nous faut des indicateurs de mesure. Mais dans l'expérimentation et dans le diagnostic, il faut le faire de façon paritaire. Donc on retient cette démarche en 4 étapes: concevoir la démarche en 1, poser le diagnostic en 2, expérimenter en 3, pérenniser en 4. Alors justement, vous parliez de définir les objectifs et les priorités. Quelques exemples que vous pouvez nous donner? Voilà, donc ça peut être, comme je disais totalement, recruter des talents. Voilà, je suis face à des difficultés de recrutement, donc il faut que je fidélise mes collaborateurs. Donc finalement, c'est de se rendre compte que cet enjeu de qualité de vie au travail, il est dans tous mes enjeux stratégiques. J'ai un enjeu économique parce que l'absentéisme coûte très cher, donc j'ai plutôt intérêt à travailler sur ces sujets-là. C'est un enjeu juridique, parce que c'est une obligation de toute façon, dans le cadre de l'évaluation des risques professionnels et de la protection des salariés. C'est un enjeu de santé et humain, et c'est un enjeu également d'image, que ce soit interne ou externe. Donc voilà. C'est de définir un objectif autour de cette marguerite. Enfin, moi, je vous invite vraiment à la voir. Parce que vous retrouvez toutes les dimensions. Mais là, des idées d'objectifs, ça peut être de mieux répartir la charge de travail, parce qu'on voit que tel service est davantage en souffrance par rapport à d'autres. Comment on peut aussi améliorer la coopération entre différents services? Là, j'ai eu des retours d'expérience, par exemple, très intéressants d'entreprises où il y avait des difficultés à communiquer entre les services. Et vu qu'il y avait moins de personnes sur site, les services se sont mis à parler entre eux parce qu'il y avait moins de monde. Donc ça, c'est des retours aussi intéressants, des observations intéressantes qu'on peut avoir des entreprises dans le cadre de post-crise sanitaire. Et puis, il faut sourcer les personnes clés. Vous avez des personnes dans votre entreprise qui vont être associées à la démarche. Voilà, associer les représentants du personnel, qui vont être des promoteurs finalement de la démarche, des services de santé qui vont être aussi des acteurs de surveillance sur l'application de cette démarche, et puis des acteurs extérieurs comme des groupes de protection sociale où vous avez des consultants qui pilotent à vos côtés et qui vous donnent les outils pour pouvoir d'une part faire le diagnostic et co-construire à vos côtés. Ouais, c'est ce que j'allais dire pour des petites entreprises, alors parce qu'on a tout type d'entreprises représentées ici. Tout à fait. Alors je reprends le cas, comme tout à l'heure pour l'atelier 1, des TPE, PME. Ouais. On ne sait pas forcément faire, donc c'est bien de se faire aider finalement. Tout à fait. Et ce que vous dites, solliciter des acteurs extérieurs pour se faire accompagner sur le déploiement de la qualité de vie au travail. Voilà. Et puis, est-ce que vous avez des outils pour m'aider? Parce que on est comme tout le monde. Le manque de temps. Nous, notre préoccupation aussi, c'est le carnet de commandes. Donc, à un moment donné, il faut qu'on puisse travailler sur ces sujets-là, mais il faut aussi qu'on puisse travailler sur nos métiers. Mais voilà, l'idée, c'est comment on fait, comment vous pouvez nous outiller pour pouvoir le faire de façon simple, mais le faire bien. Alors, on poursuit sur les 4e objectifs, pardon. Voilà, expérimenter. C'est sans doute le plus important, c'est qu'on a fait des choses, on a expérimenté, et donc toujours travailler la culture du feedback. Faire des retours de nos actions pour voir quelles ont été la perception face à ces actions-là. J'ai mesuré une première fois, pour voir quel était le ressenti de mes salariés face à tous les facteurs de risque, le contenu de leur travail, leur capacité à concilier vie pro-vie perso, comment ils s'entendent avec leur manager, est-ce que ça se passe bien dans l'équipe. Tout ça, j'ai eu mes réponses. J'ai mis en place un certain nombre d'actions, il va falloir que je remesure derrière. Donc c'est hyper important d'expérimenter et de remesurer pour pouvoir changer de tir s'il faut, en tout cas, mais évaluer et pérenniser la démarche. Alors, il nous reste quelques minutes, on va essayer de passer rapidement quand même sur les actions, des idées d'actions sur la QVT pour que les personnes qui sont là repartent ce soir et encore une fois, dès demain matin, arrivent à l'entreprise pour déployer de nouvelles actions. Est-ce que vous avez des idées à nous transmettre ou peut-être pour faire Il y en a germer... plein, mais en tout cas, rappelez-vous que chaque démarche va être unique par rapport à votre secteur, par rapport à la taille de votre entreprise. Bien entendu, on ne va pas faire la même chose dans une entreprise de 5000 personnes et une entreprise de 50 personnes. Le ressenti va être important et qui j'implique dans le process. Déjà, ça, si on fait ça dès le début, on est bien parti. Après, dans une démarche, si on veut que ce soit une bonne démarche, comment j'évalue finalement ce que j'ai fait? Est-ce que c'est une bonne action? Comment je priorise? Comment je peux satisfaire tout le monde? Donc, si vous pouvez passer à la slide suivante, voilà. C'est quoi juste une bonne action QVT? C'est une action qui sera participative. On sait qu'on associe les personnes directement concernées. L'équité va être aussi un point très très important dans le fait de réaliser une bonne action. Générateur de rencontres, on a vu, le lien social, l'ambiance, le climat sont quand même des facteurs clés de succès.
bien intentionnée, elle doit pas permettre des jeux de pouvoir entre acteurs, et puis avoir un effet démultiplicateur. Alors, là, je vais vous donner une idée que j'ai menée récemment dans une entreprise qui commence. On est dans une entreprise qui est dans la mécanique et qui souhaite commencer à travailler sur les sujets de la qualité de vie au travail. On a un dirigeant qui est très sportif, donc qui a voulu travailler sur ce sujet-là. Et donc, l'idée, c'est en prévention des troubles musculo-squelettiques, comment aussi on va travailler sur le sujet en faisant la promotion de l'activité physique. Donc on est parti sur l'idée de mettre sur un mois un challenge sportif, parce que l'idée était aussi de créer du lien social. Donc on a vu qu'à partir d'une idée finalement qui était de faire de la promotion de l'activité physique, parce que c'était aussi un attendu de la part des salariés d'être accompagnés sur ces sujets-là, il y a eu un effet démultiplicateur, parce que le challenge a permis de créer du lien social, parce qu'on a créé des équipes d'une dizaine de salariés, elles se sont challengées entre elles sur un mois. Ça a créé vraiment une dynamique autour de tout ça. Et puis le troisième effet, c'est que l'entreprise se lance dans la RSE et que finalement, elle se dit si le challenge est atteint, il faut qu'on mette un objectif à ce challenge. Et l'objectif, c'est d'être sur une mission solidaire. Alors chacun va avoir, j'ai envie de dire, ses engagements. Je prends l'exemple de Malakoff aussi, Humanis. Sur Octobre Rose, on a fait 250 000 kilomètres, tous les salariés du groupe. On avait un challenge, c'était l'objectif. Et à l'issue, si l'objectif était atteint, en termes de nombre de pas, on reversait une somme pour l'association Rose Up, puisque le cancer est un de nos enjeux majeurs au sein du groupe. Donc voilà. Et là, on joue sur l'image et on a un effet démultiplicateur d'une action autour de la qualité de vie au travail. Et alors, donc, pour se faire aider, il y a un petit kit d'outils que vous allez nous présenter. Et surtout pour les PME, comment je peux le faire ? Comment je peux être accompagnée ? Est-ce qu'il y a des outils, des guides méthodologiques pour pouvoir aussi, moi, m'approprier le sujet ? Et c'est vrai que l'ANACT, pour ça, fait de très très belles choses. La marguerite qu'on vous a mis, c'est celle de l'ANACT. Il y a en appui, vous pouvez retrouver des outils avec des informations, des kits, des guides, des vidéos, des webinaires, des jeux. Ça, c'est quand même hyper important de pouvoir donner envie de se saisir de ces sujets-là et de façon ludique. Donc voilà, je vous ai remis ça pour information. Très bien. Eh bien, écoutez, on va se quitter avec une citation. Je vais vous laisser la lire et nous expliquer pourquoi vous l'avez choisie. Je l'ai choisie parce qu'en fait, on parle de protection du capital humain et je trouve que cette question, elle est assez révélatrice de la démarche QVT, ou en tout cas de l'objectif dans une démarche de qualité de vie au travail. C'est que comment je peux penser la santé de mon entreprise sans passer par celle des hommes et des femmes qui la composent, en fait, ou qui la font vivre. Et donc voilà, je trouve que c'est une belle conclusion. Très bien. Eh bien, vous le voyez, donc c'est une slide violette. Vous allez pouvoir poser une question, parce qu'on est un peu pressé par le temps. Donc qui aura le privilège et la rapidité pour poser sa question ? Je vous laisse lever la main. Ça se bouscule pas ? Il n'y a pas de questions ? Eh ben, très bien. Dans ce cas, merci à tous d'avoir suivi cet atelier. On laisse les contacts de Virginie Prima-Le-Joly pour, si vous souhaitez aller plus loin sur la question de la qualité de vie au travail. On va se retrouver maintenant, on va dire à 17h45. On va garder 3 quarts d'heure de pause. Vous pouvez donc aller à la table d'Arthur, profiter d'un petit accueil café et également échanger avec les partenaires de l'événement. Et on se retrouve donc à 17h45 pour un nouvel atelier sur la santé au travail. D'ici là, profitez bien de la pause et puis on souhaite une bonne journée aux internautes qui nous suivent sur YouTube. À bientôt.